Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Sophie-Lise Fargue pour une nouvelle vidéo. Bonjour Sophie-Lise. Bonjour Sylvie, enchantée d'être avec toi aujourd'hui, avec vous tous. Enchantée de te retrouver. Donc Sophie-Lise est déjà intervenue à plusieurs reprises sur la chaîne. Elle nous avait expliqué qu'elle est thérapeute spécialisée dans l'accompagnement au changement. Elle est venue nous en parler à plusieurs reprises. La dernière fois en mettant l'accent sur le processus de la transformation intérieure et du Ouais. deuil, des deuils que nous avons à traverser au cours du processus. Et en échangeant toutes les deux, on a eu envie de faire un petit peu un zoom sur une des choses qui se produit pendant ce deuil, qui est la phase pendant laquelle on s'attache, on s'accroche au passé et surtout on idéalise le passé. Donc pour ma part, j'ai pu constater ça aussi bien à titre personnel que chez des proches que j'accompagnais ou au niveau collectif. Pour donner un exemple, j'accompagnais cet été, une amie qui était en train de changer complètement de vie de façon radicale. Elle me racontait tout ce qu'elle traversait, comme elle se sentait triste, malheureuse. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle parlait, au bout d'un moment, je lui ai dit très simplement, mais tu te rends compte quand même que tout ce sur quoi tu es en train de pleurer, c'est ce qui te rendait malheureuse et dont tu n'arrêtais pas de me dire quand tu l'avais, qu'est-ce que j'aimerais que ça s'arrête. Et je trouve que ce processus, eh ben, finalement, on le retrouve souvent, que ce soit nous personnellement ou au niveau collectif. Il y a un certain nombre de choses dont on sait très bien qu'elles ne nous conviennent pas, qu'elles ne nous conviennent plus, qu'on se l'avoue, qu'on ne se l'avoue pas. En tout cas, on est dans un mal-être et on a plus ou moins conscience de ce mal-être. Et au moment où on a l'opportunité de quitter le mal-être, eh ben, on s'y accroche encore plus fort parce qu'on est insécurisé et on a cette phase où on le regrette et où tout d'un coup, ce qui nous rendait malheureux devient quelque chose qui était magnifique et qu'on aurait voulu ne pas perdre. Et je trouve que ça se produit encore plus quand on est dans le cadre d'un deuil qu'on n'a pas choisi. Donc si par exemple on ne quitte pas son emploi volontairement, mais qu'on perd son emploi à la suite d'un licenciement ou d'un chômage technique ou je ne sais quoi, on le vit vraiment comme une injustice, comme une frustration. Et c'est seulement après, avec le recul, qu'on va se rendre compte que finalement, c'était un bien. Mais sur le moment, on n'est pas du tout dans l'acceptation positive de ce qui est. Voilà, donc je laisse la parole à Sophie Lise pour qu'elle fasse le zoom aussi de son côté. Alors, merci beaucoup. Moi, je trouve ça très, très intéressant de regarder ça sous plusieurs angles, en fait. On a l'angle des neurosciences et qui se recoupe bien sûr avec la pleine conscience, qui va nous montrer qu'on a tendance à magnifier le passé, à se le re-raconter. Le magnifier d'ailleurs ou l'exagérer dans le négatif, hein. Ça va être toujours très intéressant. Moi, je prends toujours l'exemple, par exemple, d'enfants jumeaux, même de vrais jumeaux, qui vous raconteraient une même scène qu'ils ont vécue à 5 ans avec maman qui n'a pas été gentille, par exemple, qui s'est énervée. Il y en a un qui va vous dire ah bah, ça a été terrible, elle a crié, je me suis sentie rejetée. Et peut-être l'autre va dire bon, bah, elle n'était pas de bonne humeur ce jour-là, j'ai préféré partir dans ma chambre. J'exagère un peu, mais voyez, chacun vit vraiment déjà à sa manière, selon son filtre. Mais même quand on se le re-raconte, il y a un autre filtre qui est mis en place. Donc ça, c'est une première chose qui est très intéressante. Ensuite, sous l'angle de la pleine conscience, on nous dit bien que c'est important de rester dans le moment présent. Pourquoi? Parce que le passé est une illusion, en fait. Même si c'est déjà passé, qu'on peut se dire, ah ben non, c'est déjà passé, mais je le connais, c'est des faits, c'est du réel. Ben non, ça reste quelque chose qu'on se raconte, qu'on va visiter avec un filtre qui est celui du présent. C'est-à-dire si aujourd'hui, comme dit Sylvie, j'ai plus de travail et qu'il y a 3 mois, j'avais un travail, ben, je vais repenser au passé sous cet angle-là en me disant, oui, mais au moins, j'avais un travail. Je ne me levais pas le matin avec rien à faire devant moi, pas de planning. Non, non, je savais où j'allais. Mais peut-être qu'à ce moment-là, vous y alliez effectivement à reculons. Donc, il faut revenir à la réalité de ce qu'on ressentait. C'est ça aussi qu'on nous fait travailler avec la pleine conscience. Revenir à la réalité du ressenti. Et quand on revient dans le moment présent, ok, je me lève, j'ai peut-être rien à faire à ce moment-là, à 8h15, je ne pars pas au travail, mais comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité en moi, comme porte, etc. Et je dirais le troisième angle, ça va être celui vraiment de la spiritualité pure, de l'âme, qui, elle, sait très bien qu'elle choisit tout ce qui se passe. Donc, en fait, l'âme, elle n'est pas du tout désolée qu'on ait perdu l'emploi, le conjoint ou le lieu de vie, même si c'est dur pour la personnalité, hein, ça, j'en conviens tout à fait. Mais pour l'âme, ça va très bien, puisque ça a été appelé et choisi comme une expérience qui peut nous faire évoluer. Donc, de revenir sur ces 3 paramètres, c'est vraiment important déjà pour s'apaiser
et puis réouvrir la porte vers autre chose. Merci Sophie-Lise. Alors effectivement, ce qu'on avait envie de vous dire, que vous soyez déjà comment dire, en affinité avec ce concept de l'âme ou pas, c'est quelque chose qui est parlant pour certains et pas pour d'autres, c'est qu'effectivement, traverser cette phase-là, c'est normal. Dans tout processus de deuil, il y a effectivement une phase où on est triste, où on est en colère, où on est frustré, où on est désabusé, où on regrette le passé, et c'est normal. Là où je trouve que c'est peut-être un peu plus dommage, c'est quand cette phase ne prend pas fin et qu'on reste en quelque sorte englué dans le passé, un peu comme une voiture qui est embourbée ou qui patine dans du sable, parce qu'en fait, en faisant ça, on s'empêche d'aller de l'avant, on s'empêche, comme l'a dit Sophie Lise, de voir toutes les opportunités que nous ouvre cette nouvelle situation. On est un peu, moi l'image que j'ai de moi dans ces cas-là, c'est un peu l'image d'un enfant qui trépigne devant une porte. Vous voyez, l'enfant il voulait un truc, il voulait aller là, il voulait acheter son croissant à la boulangerie est fermée et l'enfant il fait une crise de rage devant la boulangerie alors qu'il pourrait très bien marcher dans la rue, aller voir un peu plus loin s'il n'y a pas une autre boulangerie ou un autre magasin aussi intéressant que la boulangerie. Non, on est là, on est fixé, accroché à ce truc qu'on a perdu, qu'on croyait essentiel à notre vie, qui effectivement a sûrement généré un certain nombre d'habitudes qui ne sont plus là. Et le fait d'avoir perdu cette routine, ça nous déstabilise, ça nous insécurise. Donc, OK, une fois qu'on a posé tout ça, je suis mal, je suis insécurisée, je me sens désœuvrée, je me sens vide. Je pense qu'il y a un moment où il faut aussi se dire, bon, eh ben, puisque j'ai perdu tout ça, est-ce que je vais rester là à me lamenter sur les ruines de ce qui n'est plus, ou est-ce que je vais essayer de m'en servir pour voir ce que je peux créer d'autre de nouveau? De toute façon, il n'y a pas vraiment de choix. Que ce soit au niveau individuel ou collectif, je crois qu'on en est tous à faire ce constat qu'il y a des choses dans nos vies qui sont parties, qui ne reviendront pas. Alors, peut-être on est déjà en capacité de se rendre compte que de toute façon, ces choses, c'est aussi bien qu'elles soient parties. Et même si elles ne sont pas, si on n'est pas encore dans cette conscience et dans cette gratitude, je pense que le premier pas, c'est déjà de réussir à se dire, OK, bon, maintenant, voilà, c'est un peu comme après un tremblement de terre, ma maison, mon monde familier s'est écroulé. Qu'est-ce que je peux faire pour rebâtir quelque chose qui refasse du sens pour moi, puisque ce qui faisait sens, ça n'était plus là. Et je trouve que ça, on l'observe bien aussi au niveau collectif en ce moment, où on voit que s'écroulent plein de choses, que certains regrettent. Et pourtant, ces choses, d'abord, on savait qu'elles étaient en train de s'écrouler, même si on n'était pas dans une démarche de spiritualité, on savait. Les écologistes, les économistes, tout le monde, les sociologues nous disaient depuis des décennies, si ce n'est pas plus, que de toute façon, la société, le monde tel qu'on l'avait bâti, il n'était pas viable, il n'était pas solide, il n'était pas durable, et que tôt ou tard, il allait s'écrouler et on allait en payer le prix. Et maintenant que ça s'écroule, il y a des gens qui ont l'air d'être en train de découvrir que ça s'est écroulé, comment c'est possible, alors que franchement, on le savait. Et comme l'a dit Sophie Lise, on n'était pas heureux dans ce monde pour la plupart d'entre nous. On avait bien conscience qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient artificielles. On parle aujourd'hui comment on dit, du masque qui est liberticide, mais quand on s'est imposé de porter les masques sociaux, qui n'étaient pas physiques, mais qui étaient tout aussi présents, là, personne s'est demandé si c'était liberticide. Est-ce que ce n'était pas liberticide, toutes ces hypocrisies auxquelles on s'est astreint et qui maintenant sont simplement mises en lumière par le fait qu'il n'y a plus grand-chose qui est masqué, justement, et même au niveau politique, par exemple, tous les gens qui sont révoltés par les scandales et tout ce qu'on nous révèle, des manipulations et autres, honnêtement, la plupart d'entre nous, on le savait, ou au moins on le soupçonnait. On se doutait bien que tout n'était pas tout blanc. Même moi qui vis dans un monde de bisounours, j'étais bien consciente que ce n'était pas ça la réalité. Donc à un moment, je crois qu'il faut être honnête envers soi-même, arrêter de trépigner devant la porte de la boulangerie et se dire, bon, bah ok, je le savais, je n'ai pas voulu le voir, maintenant, c'est là, et qu'est-ce que je fais avec? Voilà. Et je rends la parole à Sophie Lise pour qu'elle nous dise qu'est-ce qu'on fait avec. Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, je trouve ça très intéressant, ta vision, parce qu'effectivement, ça nous parle du déni dans lequel on a tous tendance à être et pourquoi on est dans le déni. Alors, il y a une raison, je dirais, par rapport à laquelle des milliards d'êtres humains peuvent se retrouver, mais parce que c'est confortable. Et surtout, on est dans un monde où on va parler du monde occidental, hein, parce que je pense ni toi ni moi, on est très spécialistes du monde oriental ou extrême oriental, où il y a encore peut-être une autre mentalité, mais
le monde occidental et tous les pays qui se sont mis à imiter le monde occidental, donc on peut quand même parler quand même d'un truc assez global, on a été très infantilisés, mais on a bien voulu l'être aussi. Et donc, quand on est infantilisé, on trouve une espèce de confort, c'est-à-dire que papa, comment dire, pour l'inconscient, papa, c'est le gouvernement, hein, c'est ce qu'il y a au-dessus, c'est la loi, voilà, va bien nous protéger. Va nous protéger, va nous apporter, excusez-moi, j'ai un peu de lumière, hop, c'est peut-être moins désagréable pour vous, va nous donner des aides, des subventions, va pourvoir. Si on est malade, on va chez le médecin et la Sécu nous rembourse tous nos médicaments pour en avoir. Moi, quand j'étais très jeune, je faisais beaucoup de babysitting. Il y avait des gens, ils avaient des placards mais remplis de médicaments pour leurs enfants. Je veux dire, ils ne se posaient pas la question, ils rachetaient le même 15 jours après. Donc, il y a eu toute cette espèce d'illusion, effectivement, que papa est là et papa nous protège. Et ça a créé des générations et des générations, alors avec certaines personnes qui se réveillaient, oui, et qui devenaient plus autonomes, mais d'autres qui restaient là-dedans avec beaucoup de bonne volonté pour autant. Hein, c'est-à-dire qu'elles pouvaient aller travailler, faire ce qu'elles pouvaient pour contribuer au bien-être de la société, mais en ne se prenant pas en charge au niveau de la santé, en ne se prenant pas en charge du coup non plus au niveau de l'alimentation, qui est évidemment le premier système de santé, en ne se prenant pas en charge vraiment au niveau affectif. Et ça, c'est le plus grave. Hein. Donc, aujourd'hui, il y a un réveil qui est brutal pour beaucoup de gens parce que, comme tout deuil, ça nous amène à être confrontés à notre capacité d'autonomie. Et avant tout, l'autonomie affective, l'autonomie de santé, l'autonomie d'éducation, l'autonomie de pourvoir pour soi-même, enfin, l'économie tout court en fait, hein, j'ai envie de dire l'autonomie économique. Voilà. Donc, et ça, c'est à la fois très, très paniquant pour des gens qui ont toujours eu l'habitude d'être portés, on va dire assistés d'une certaine manière, ou de se dire qu'ils avaient un filet, au moins. Et en même temps, moi, je dirais, ça ouvre à quelque chose de merveilleux, qui est que, ben oui, il y a un tremblement de terre, la maison s'écroule, on peut choisir d'en reconstruire une, on peut aussi choisir de partir sur les routes, faire le tour du monde. On peut choisir de vivre en communauté, on peut choisir d'aller vivre à la montagne parce qu'on en a toujours rêvé. Tout d'un coup, la porte s'ouvre sur nos rêves de vie. Et on peut choisir, bah tiens, tout est fermé, les supermarchés, etc. Enfin, pas les supermarchés, mais vous voyez, vous me comprenez. Eh ben, peut-être je peux faire un potager, j'ai toujours rêvé de faire ça. Ah bah oui. Voilà, donc ça ouvre quelque chose que beaucoup de gens fermés, malheureusement, c'est-à-dire ils retrouvent leurs rêves. Souvent, c'est des rêves qu'ils ont eu très tôt dans leur vie en tant qu'enfants, mais auxquels ils ont fermé la porte parce que c'était pas raisonnable, c'est pas sérieux, on va pas gagner d'argent avec ça. Mais là, finalement, on se rend compte qu'avec tout ce qu'on a fait comme effort, on gagne plus d'argent. Donc, au final, est-ce qu'on n'aurait pas raison? Est-ce que ça serait pas l'opportunité de vivre son rêve sans trop se poser la question est-ce qu'on va gagner de l'argent avec, mais plutôt juste j'ai envie de le faire. On retrouve vraiment cette notion d'envie et d'autonomie très très forte. Et moi, c'est vers ça que j'ai envie d'encourager les gens. Mais puisque tout s'écroule, allez vivre vos rêves encore plus. C'est ça. Alors, on va parler effectivement de cette ouverture des autres possibles. Avant ça, je voulais réagir à ce que tu as dit sur l'autonomie et la recherche du papa. Alors, pour certains, le papa va être politique, effectivement. Hein. Ils vont attendre des solutions des politiques et les critiquer si le papa politique ne répond pas à la hauteur de leurs attentes. Pour d'autres, dans le domaine de la spiritualité, le papa, il peut aussi être incarné par tout ce qui est les guides. Je constate en ce moment qu'il n'y a jamais eu autant d'émissions, d'ateliers, de demandes avec les messages des guides. Qu'est-ce que dit la source? Qu'est-ce que disent mes guides? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un intermédiaire pour savoir ce que vous disent vos guides? Est-ce que vraiment c'est encore le temps de déléguer son autonomie et sa responsabilité et d'aller chercher à l'extérieur les réponses qui sont déjà là dedans? Donc, je peux comprendre qu'effectivement, on ait besoin d'y voir clair quand on est en pleine confusion et que consulter un thérapeute ou un canal ou un médium ou qui on veut, ça puisse aider à y voir clair. Je pense qu'effectivement, si ces personnes sont honnêtes et bien intentionnées, elles vont vous aider à y voir clair en vous aidant vous-même à trouver vos réponses et vos solutions. Le problème d'aller chercher ce papa ou ce guide à l'extérieur, c'est que vous pouvez aussi tomber sur des personnes beaucoup plus manipulatrices, que ce soit des politiques ou des gens dans le milieu de la spiritualité, qui vont en fait utiliser votre confusion pour asseoir une forme de pouvoir sur vous et vous, comment dire, vous instiller des réponses qui sont peut-être pas vos réponses, mais les leurs. Donc, est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que c'est vraiment le bon choix
d'aller à nouveau déléguer son autorité, déléguer son pouvoir et sa responsabilité à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est peut-être pas le moment plutôt de s'asseoir, de se centrer, d'essayer de faire le vide, quitte à laisser décanter si effectivement on est en pleine confusion, pour identifier déjà pour soi, quitte à aller voir quelqu'un d'autre après, mais déjà faire une sorte de scan intérieur et se dire, OK, où j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est écroulé? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que j'ai envie de garder dans ma vie, quitte à le rebâtir autrement? Ou est-ce que je baigne tout? Et comme disait Sophie Lise, je pars sur les routes, ou je pars à l'étranger, ou je fais complètement autre chose. Je pense que voilà, partir voir quelqu'un dans la confusion sans avoir fait son propre pas examen de conscience, mais sa propre analyse personnelle, c'est prendre le risque de se laisser embobiner dans l'histoire de quelqu'un d'autre, qu'il le fasse volontairement ou involontairement. Il y a aussi des gens qui, tout à fait inconsciemment, projettent sur vous leur propre désir inconscient. Ce n'est pas malveillant de leur part, c'est juste qu'ils ne sont pas conscients que dans ce qu'ils vous disent, il y a le filtre de leur ego qui transparaît. Et donc, je pense que c'est bien de déjà faire un état des lieux, un peu comme avant de construire une maison. Ben, si vous allez voir un architecte, c'est bien de savoir déjà quel type de maison vous voulez construire, parce que sinon, vous allez peut-être tomber sur un architecte qui va vous vendre son programme le plus cher, sans se demander si c'est celui qui vous correspond vraiment. Voilà, j'avais envie d'insister là-dessus parce que j'ai vraiment été frappée, même si je suis très peu comme je le disais, hein, sur les réseaux sociaux et publics, de cette profusion de messages de la source, messages des guides, transmis à toutes les sauces par un peu tout le monde. Je ne vais pas dire n'importe qui, mais voilà, par des personnes plus ou moins recommandables. Et je vous inciterai, avant d'aller, comme je le disais, chercher une référence extérieure, à déjà commencer par bien regarder en vous ce qui se passe et ce que ça raconte. Ça me paraît très, très important en effet. C'est vrai que moi ça a été, alors là je vais partir juste un petit peu au niveau personnel, mais c'est aussi du professionnel, compliqué à un moment donné parce que j'ai vraiment, mis un moment à savoir comment me positionner parce qu'avec j'ai un don de médiumnité et en même temps je voulais vraiment aider les gens à revenir à leur autonomie. Et donc, et bah, j'ai mis mon don plus au service, hein, du causal que de l'astral, hein. Donc, on ne va pas partir dans tous ces trucs trop, ça intéresse peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, en gros, ce que ça veut dire, c'est que ce qui m'intéresse, c'est que les gens trouvent les causes de leur mal-être plutôt que de juste naviguer entre leur peur et leur désir et se faire rassurer un petit peu un premier niveau. Ce qui est très facile à faire auprès des gens quand on est médium. C'est très, très facile, c'est la base, hein. Je veux dire, c'est le 101 du médium, c'est voilà, c'est le CP, c'est de capter les peurs et les désirs des gens et de broder plus ou moins pertinemment là-dessus. Ça, il faut vraiment, vraiment le savoir. Donc, par contre, aller chercher les causes, ça c'est un autre travail, ça amène beaucoup plus loin. Et puis, c'est pour ça aussi que j'ai vraiment eu à cœur d'acquérir des outils qui me permettent d'aider les gens à aller en eux-mêmes et à trouver leur autonomie, leur bien-être, leur paix intérieure. Je trouve que, en tout cas pour moi, pour tout accompagnant, quels que soient ses dons, ses capacités au départ et ses outils, c'est le but. C'est vraiment l'autonomie, c'est le grand but pour soi comme pour les autres. Parce que des personnes autonomes vont pouvoir construire ensemble, vont pouvoir être en interdépendance, alors que des personnes dépendantes, ben, nécessairement, ne vont pas construire. En fin de compte, elles auront l'impression, mais elles vont se raccrocher les unes aux autres, mais elles vont être malheureuses. Des personnes trop indépendantes parce qu'elles ont peur les unes des autres, ne sont pas heureuses toutes seules non plus. Donc, c'est vraiment un travail d'équilibrage tout constant. Et aujourd'hui, je rejoins complètement Sylvie, il faut faire attention. C'est sûr que quand on a peur, quand on est perdu, on a tendance à aller se raccrocher à des messages, on a tendance à se laisser rassurer, à vouloir se laisser rassurer parce que eh ben, c'est compliqué de recevoir plein de messages contradictoires des gouvernements, des pays divers et variés, de plus savoir où on en est. Donc, tout d'un coup, ça peut sembler faire du bien de regarder là-haut, de recevoir quelque chose de là-haut, de se dire, mais en fait, on est tous connectés à là-haut. On peut tous recevoir, on peut tous suivre notre intuition, effectivement. Je suis entièrement d'accord avec ça. Alors, ça nous ramène à ce qu'on voulait évoquer avant justement de faire ce petit crochet par les guides, la source et les consultations, qui était de dire la bonne nouvelle, c'est que quand tout s'écroule, eh bien, c'est l'occasion de créer de nouvelles choses, justement parce qu'on n'a pas le choix, en quelque sorte. La vie nous met au pied du mur ou au pied de la ruine, si le mur est en ruine. Et comme disait Sophie Lys, c'est aussi sur cette destruction, en fait, que
encore même pas que s'ouvre la possibilité de bâtir quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que connaissent très bien les enfants qui font des Legos. On sait très bien qu'avec des Legos, si on construit tout le temps, au bout d'un moment, on n'a plus de Lego dans la boîte et qu'il faut accepter de casser quelque chose, de déconstruire quelque chose pour construire autre chose. Bon, il y a aussi l'option de racheter une autre boîte de Lego, mais à moins d'avoir un budget illimité, la plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour l'enfant, c'est pas du tout dramatique en fait. Il sait que ça fait partie du jeu. Et je pense que si en tant qu'adulte, on réussit à garder cette conscience du jeu, de la vie qui n'est qu'un jeu, des illusions où tout se construit et se déconstruit, on trouve ça beaucoup dans le bouddhisme ou le taoïsme qui parle de ce jeu de l'illusion avec les forces de destruction et de création qui, même pas qui s'affrontent, mais qui collaborent, qui marchent main dans la main en permanence. Je trouve que ça aide vraiment à dédramatiser la situation et à sortir de ce truc un peu tragique du deuil et du j'ai perdu et de ce qui n'est plus, en voyant les opportunités que ça ouvre, les possibles que ça ouvre. Alors, ça peut passer par une phase de perplexité. Effectivement, il y a un moment où on peut être un peu dans une phase de sidération, c'est-à-dire qu'on sait ce qui est parti et on voit absolument pas ce que ça va pouvoir générer de nouveau. Et je trouve que ça aussi, c'est important de l'accepter, qu'il y a une phase où on est perplexe, où on est perdu, où on ne sait pas. Je pense que c'est un peu la phase que traversent beaucoup de gens au niveau collectif. Mais la bonne nouvelle, c'est que tôt ou tard, il y a un sens qui va émerger de ça, ou qu'on va faire aussi activement émerger de ça. C'est comme ça aussi que les choses vont se reconstruire, justement, parce qu'on va trouver de nouvelles perspectives, on va se mobiliser et poser des actions qui vont aller dans le sens de cette nouvelle perspective. Et je trouve que c'est de ça qu'on se prive un peu quand justement on reste focalisé sur le passé. C'est qu'on est un peu comme quelqu'un qui regarde en arrière. Il y a ça, je crois, dans la Bible, avec la femme je crois que c'est la femme de Lot, qui se retrouve changée en statue de sel parce que justement elle regarde tout le temps en arrière. Voilà, symboliquement, est-ce qu'on a envie de devenir des statues de sel qui restent un peu figées dans leur mouvement vers le passé, ou est-ce qu'on a envie d'utiliser toute cette énergie qui a été libérée par tout ce qui s'est déconstruit pour construire quelque chose de nouveau au niveau individuel et au niveau personnel? Ça nous fait beaucoup travailler aussi le détachement. Tu évoquais là le bouddhisme, le taoïsme, c'est vrai que c'est des philosophies dans lesquelles on n'est pas attaché au matériel. Et pour nous, occidentaux, je trouve que c'est souvent plus difficile. Moi, j'observe autour de moi beaucoup d'amis qui veulent déménager, alors que ce soit dans le pays où ils sont déjà ou à l'étranger, et qui vendent tous leurs meubles. Et moi, je viens d'une famille où les gens sont très attachés à leurs meubles, et je me dis, wow, c'est génial, en fait, on peut tout vendre, on a le droit. On a le droit de se réinventer, on a le droit de dire adieu au matériel que de toute façon, on n'emportera pas le jour où on meurt. Donc, mais bien sûr, il y a une vraie notion de détachement et de liberté aussi qui se travaille en ce moment, qui effectivement au départ peut nous déstabiliser, mais quand on y réfléchit juste même de manière très logique, on se dit mais oui, de toute manière, je ne vais pas partir avec mon lit, mon armoire, etc. Et si ça ne va pas dans le prochain endroit de vie, ce n'est pas grave. En fait, il n'y a vraiment pas de choses si graves. On se rend compte aussi que voilà, il est temps de dédramatiser par rapport au matériel, de dédramatiser même par rapport à un métier qu'on a aimé. Si vraiment on l'a aimé, c'est quoi le cœur du métier qu'on a aimé? C'était d'être avec les gens, c'était de rendre service, c'était d'apporter quelque chose à des gens qui ne l'avaient pas. Eh ben, on peut le vivre autrement. Il faut revenir vraiment, ça nous ramène au cœur de ce qu'on aime. Plutôt que, voilà, dans la transformation intérieure, on en avait parlé également. Moi, j'ai dû lâcher le fait de faire des consultations en présentiel. Sur le moment, ça m'a paru difficile et peut-être je me sentais mal. J'avais l'impression de trahir les gens qui aimaient ça, que de leur faire de la peine parce qu'ils aimaient me voir en présentiel. Et à un moment donné, je dis stop, c'est quoi le cœur de mon travail? C'est de voir les gens face à face ou c'est de leur apporter du bien-être en les accompagnant? Et ben, je me suis dit, de toute façon, je peux garder les deux, je peux faire du visio. Donc, on se voit en face à face. OK, on n'est pas dans la même pièce, mais moi, ça me permet d'avoir la vie dont j'ai besoin pour être bien. Et eux, ils ont accès aux soins, au bien-être, à l'évolution. Et ben, tout le monde est content au final. Il faut accepter de lâcher certaines choses en revenant au cœur de ce qui est important pour nous. Exactement, moi je trouve que la grande, non seulement opportunité, mais la grande chance, la grande richesse de ce qu'on est en train de vivre, c'est que ça nous ramène vraiment à soi. Non pas à ce qu'on a ou à ce qu'on fait, mais à ce qu'on est. Et ça, en fait, quand on
quand on perd tout ce qui est extérieur, tout ce qui est illusoire, eh ben, on se rend compte que c'est justement la seule chose qu'on ne peut pas perdre. Moi, je suis arrivée un peu à la même réflexion que toi quand j'ai dû faire le choix de lâcher la web TV en tant qu'activité principale. Bah, comme toi, je me sentais triste, je me sentais en échec, je me sentais en deuil. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le cœur de cette web TV? Le cœur de cette web TV, c'est moi. Et moi, je continue d'être moi. Donc, où que j'aille maintenant dans mon nouveau domaine professionnel, et ben, ce que j'ai donné à travers la web TV, je vais continuer à donner de la même façon. Donc finalement, j'ai rien perdu. Ce que j'ai perdu, c'est seulement l'accessoire, c'est seulement la forme à travers laquelle ça se manifestait. Qu'en plus, j'ai même pas perdu puisque je vous ai expliqué qu'après, j'ai finalement choisi de continuer la web TV, mais d'une manière différente. Mais au moment où j'ai fait ce choix, je pensais vraiment que j'en ferais plus du tout. Et là aussi, je pense qu'il y a un moment où il faut accepter effectivement d'envisager, de lâcher complètement pour que finalement, on se rende compte qu'on n'a peut-être pas besoin de lâcher tout. Là aussi, je trouve que c'est intéressant parce que dans ce processus, il y a un moment où on a l'impression qu'il faut bazarder complètement le passé pour construire du nouveau. Mais pas forcément. On peut aussi utiliser les compétences ou ce qu'on a construit dans son ancienne vie pour rebâtir l'ancienne, non pas à l'identique parce que ce serait un peu dommage, mais autrement et d'une manière qui nous convient mieux. Et si on reprend l'exemple de la maison, vous pouvez effectivement construire une maison complètement différente ou déménager, ou vous pouvez utiliser les pierres qui sont par terre et les recycler et rebâtir votre maison complètement différemment. Ça me fait penser à l'exemple d'une amie qui m'a d'ailleurs inspiré un livre qui s'appelle d'Est en Ouest. Cette amie est céramiste. Elle avait, dans un incendie juste avant Noël, perdu une partie de sa maison et surtout son atelier où il y avait tous ses outils, son four, ses poteries, ses céramiques, tous ses carnets de notes qu'elle avait mis des années et des années à constituer. Donc, elle a vraiment perdu tout ce qui était le cœur de son activité professionnelle. Elle était évidemment effondrée, comme l'était sa maison et son atelier matériellement. Et puis, au bout d'un moment, elle a choisi en fait de saisir cette opportunité pour rebâtir sa maison en accord avec toutes les convictions écologiques qu'elle avait. Donc, elle a fait reconstruire un nouvel atelier tout neuf avec une méthode de chauffage respectueuse de l'environnement, plus lumineux. Et finalement, évidemment, avec le recul, elle s'est rendue compte que cet atelier était beaucoup plus adapté que celui dans lequel elle avait travaillé pendant des années. J'ai vu ça aussi chez une amie dont pareil, alors elle était elle chantait, elle organisait des ateliers de chant et par 2 fois dans un incendie, elle a perdu toutes ses partitions. Donc vraiment, là aussi, tout ce qui était le cœur de son activité professionnelle, ses notes, ses enregistrements. Et chaque fois, elle a utilisé ça pour rebâtir justement l'espace dans lequel elle faisait ses ateliers de chant, le faire encore plus joli, encore plus proche de qui elle était. C'était une maison qu'elle avait héritée de ses parents, donc qui lui correspondait pas vraiment et qu'elle avait laissée en l'état par fidélité à ses parents et à la mémoire familiale. On retrouve bien l'attachement au passé et ça l'a aidé justement à se détacher complètement de cette fidélité au passé pour incarner vraiment qui elle était de la manière dont elle avait envie de l'exprimer. Et je trouve que c'est ça en fait le vrai trésor qu'il y a en fait dans cette phase qui peut paraître très noire et très comme on l'a dit, tragique ou mélodramatique à certains moments, c'est qu'en fait, il y a ça, il y a ce possible-là d'aller vers un mieux. Et je trouve que c'est important de le dire aussi au niveau collectif. C'est pas parce qu'on a l'impression que tout s'effondre, que tout est en train vraiment d'être une sorte de décrépitude et d'aller de mal en pis que les choses vont vraiment mal. C'est effectivement l'impression qu'on a quand on est encore immergé dans le processus et qu'on n'a pas de recul dessus. Mais en même temps, on sait que c'est là-dessus que du nouveau va pouvoir se construire. Exactement comme dans la nature, il faut que les choses dégénèrent et pourrissent pour que de nouvelles vies, de nouveaux germes puissent jaillir. Et je trouve que c'est important de se rappeler ça quand justement on commence à trop s'identifier avec cette phase de dégénérescence, de pourriture, de tout qui part en couille, comme on dit. Comme on dit. Non, mais c'est vrai, c'est ça qu'on dit. Voilà, les couilles, c'est aussi ce qui sert à créer la vie. Donc, si je fais ma métaphore, eh ben, je dirais que je trouve que c'est important de garder à la conscience cette idée-là, pas pour se réfugier dans une illusion un peu sirupeuse de ah, ça va pas si mal que ça, et puis un jour ça va aller mieux, et d'espérer comme ça une sorte de paradis qui va émerger de l'enfer. Non, mais simplement se rappeler que la vie est un cycle
avec des phases de construction et des phases de destruction. Et que si on passe par une phase de destruction, eh ben, ça veut dire qu'il y a une phase de création qui arrive juste derrière. Toujours, hein. Toujours, toujours, c'est l'impermanence, hein. En fait, à partir du moment où on bloque le mouvement, où on s'attache au passé, on se rend malheureux. Moi, je travaille beaucoup sur les notions de relations amoureuses, de rupture, etc. Et je me rends compte que, bah oui, les gens qui regardent le passé, qui regrettent leur ex, etc., ils sont juste en train de se fermer d'autres possibilités. Alors que la vie est un mouvement perpétuel. Euh, Ça, c'est dommage. Moi, je crois que c'est ce moment où on accepte le saut dans le vide, qu'on se délivre de tout et qu'on se rend compte qu'on saute, on se dit, ben, j'ai plus rien, je suis tout nu, je saute dans le vide, c'est un peu effrayant, ok. Et tout d'un coup, on regarde et ben non, en fait, en dessous, il y a un filet, ou alors on est en train de sauter dans une piscine plutôt agréable ou dans la mer, encore mieux. Dans les mains, ben, on a nos outils, on a qui on est, on a plein de possibilités et on ne nous demande pas, en effet, enfin, je pense que notre âme ne nous demande pas, même si chacun a son chemin, il y a des gens qui ont des expériences comme ça très, très étonnantes, mais pour la plupart des gens, on ne nous demande pas de tout lâcher, ce n'est pas la question, on nous demande de transformer. Bien sûr que dans le monde de demain, ça ne veut pas dire qu'on va tous être au Moyen-Âge avec notre petit potager, notre maison, et à communiquer en faisant comme les, euh, les, les, les Native Americans, on n'a plus le droit de dire amérindiens, Avec des signaux de fumée. avec des signaux de fumée, bon, ou des pigeons voyageurs, voilà. Bon. Ah ouais, ça va être bien. Allez, Sophie, Lise, on se retrouve Allez, à 11h. ouais. Alors, ceux qui veulent suivre la Web TV, communiquez, branchez-vous On vous envoie le signal. en méditation, parce que ça ne marchera plus par l'ordinateur. Voilà. Mais voilà, ben oui, qui sait, bien sûr que la technologie, elle a avancé, elle va rester. L'idée, c'est de la mettre à notre profit, au bénéfice de notre santé, plutôt que l'inverse, je dirais. Pour moi, c'est ça l'évolution. C'est pas de dire on fait table rase de tout et puis on se retrouve voilà, à l'âge de pierre et on refait tout. Ben non, ça serait pas du tout réaliste. Mais c'est plutôt comment on transforme ça avec un nouvel état de conscience. Moi, l'idée, c'est toujours de grandir en conscience. Et là, on est en train de faire un grand saut. Donc oui, c'est perturbant, c'est déstabilisant. Pour les gens, même pour les gens qui l'avaient appelé de leur vœu, c'est déstabilisant parce que de toute façon, ça n'arrive pas exactement, ça n'arrive jamais exactement comme on l'avait imaginé. Et en même temps, encore une fois, c'est une super opportunité de dire, mais bon, bah voilà, je peux me réinventer, je peux me transformer. Et je trouve qu'en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de gens aussi qui le font. On n'en parle pas forcément beaucoup dans les infos, etc. Mais moi, j'ai la possibilité de communiquer avec pas mal de gens dans pas mal de pays. Et je trouve qu'il y a plein de gens qui sont créatifs et qui prennent cette opportunité pour travailler autrement, communiquer autrement, voir davantage ou autrement leur famille, leurs amis. Et il y a plein de belles choses qui sortent de ça déjà. Exactement. D'ailleurs, je pense que ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. On parlera de la créativité et de l'intérêt d'être créatif au sens large, pas seulement au niveau artistique. Et puis, pour finir, parce que de mon côté, je crois que j'ai exprimé à peu près tout ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo, pour revenir sur l'image que tu donnais tout à l'heure de l'enfant qui attend les solutions de son papa. On sait tous que quand on a été enfant et que justement on a dû passer par des phases de croissance, par des étapes importantes de notre vie, eh ben, on a été angoissé, on a été en panique. Rappelez-vous la première fois que vous êtes entré à l'école, rappelez-vous la première fois que vous êtes entré au collège, rappelez-vous votre première fois amoureuse, rappelez-vous votre premier job. La première fois que vous avez dû postuler pour un emploi, en général, c'est des moments où effectivement on ne se sent pas très sécure, où on se demande un peu où on va, si on a fait les bons choix. Quand on est petit, on pleure. Mais voilà, à un moment, on est passé par-dessus. On a réussi à faire cette transformation. Donc, si on l'a réussi par le passé, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de la réussir encore dans d'autres domaines et à d'autres périodes de notre vie? Là, encore une fois, j'ai envie de dire, ce n'est pas dramatique. On va s'en remettre de ça comme de tout. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on va faire sinon? On va rester là à geindre et à échanger nos mouchoirs. En plus, on n'a pas le droit d'échanger nos mouchoirs. Pas possible. Non, 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 non. Est-ce que tu voulais dire quelque chose pour finir? Dans ce que tu dis, je trouve que ça active vraiment cette notion de résilience. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'adolescence où on passe par quelque chose d'ingrat, de pas facile et en même temps terriblement excitant et enthousiasmant parce que l'adolescent à un moment donné prend conscience qu'il devient beaucoup plus responsable de sa vie et qu'à partir de là il y a une notion de choix qui s'ouvre à lui, le choix des études, le choix du partenaire, le choix du lieu de vie.
qu'il n'avait pas du tout quand il avait 8-9 ans, bien sûr. Donc, on va vers ça, le choix d'aller plus loin en passant son permis de conduire, etc. Donc, vraiment, on va vers ça. Et pour moi, c'est là-dedans qu'on est. Donc, se dire, OK, je suis en train de sortir d'une forme d'enfance pour aller vers un âge adulte nouveau. Et c'est enthousiasmant, au fond. Bah, écoute, c'est une super conclusion. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez l'impression qu'en ce moment, votre vie est bouffie d'acné ou que le collectif est bouffi d'acné, courage, ça n'est qu'une phase. L'eau précieuse arrive et bientôt, vous allez, enfin, on va tous assister à l'émergence d'une personne et d'une société adulte. D'ailleurs, la prochaine émission qu'on vous proposera sûrement en direct sera sur le thème reprendre son pouvoir personnel. Et je trouve que ça complète très bien ce qu'on a dit avec Sophie Lise aujourd'hui. Ce sera probablement pour début décembre. Et voilà, donc je remercie Sophie Lise d'avoir partagé avec moi ce bon moment. On espère qu'on vous a apporté de l'optimisme et du recul par rapport à ce que vous observez peut-être, que ce soit dans vos vies individuelles ou au niveau collectif, qu'on a réussi à vous suggérer qu'une autre perspective est possible si vous ne l'aviez pas perçue déjà. Et puis, merci pour votre écoute. Merci à Sophie Lise d'avoir partagé ce moment avec moi. Et puis, on vous donne rendez-vous sûrement pour d'autres vidéos à l'occasion. Merci Sylvie, merci à tous et puis à bientôt. Au Merci à revoir. toi.